Alors bienvenue dans cette vidéo, on va voir le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique. Alors fait pas partie du programme de terminal, mais c'était une demande d'un abonné. Donc on va voir une petite introduction concernant les aurores boréales, en fait, comment elles peuvent se former. Et donc on va voir la relation des particules dans un champ magnétique. Donc en fait, il faut des rayons cosmiques solaires qui arrivent. Ensuite, ils sont captés par un entonnoir terrestre, et alors la Terre est entourée d'un champ magnétique. Et donc, il y a une espèce d'entonnoir ici, il y a des lignes de champ qui s'écartent, et donc les particules vont pouvoir s'infiltrer dans cette zone-là. Et ensuite, il y a une ionisation qui se fait avec les particules atmosphériques, c'est-à-dire ces particules qui viennent de l'espace, et notamment des vents solaires, en fait, qui ont été envoyés par le Soleil, vont rencontrer les différents atomes à différentes hauteurs, et donc vont les ioniser, vont les rendre ions en fait. Et donc du coup, selon l'atome qui va être ionisé, c'est-à-dire qui va être frappé par ces rayons cosmiques, vous allez avoir des couleurs différentes. Ça va donner quelque chose comme ça. Donc sur notamment tout le cercle polaire. Alors comment on peut obtenir un champ magnétique? Quelles sont les deux sources possibles? Vous avez donc soit les aimants, donc c'est une source qui est permanente, soit les courants, c'est-à-dire c'est une source qui est temporaire, c'est-à-dire on coupe le courant, il n'y a plus de champ magnétique. Donc on a les aimants droits, les aimants U, avec pôle nord, pôle sud. Ensuite, tout fil qui est parcouru par un courant va créer un champ magnétique autour de lui. Donc soit un fil tout seul, soit les fils enroulés, donc ce qu'on appelle une bobine, ou on verra aussi plus particulièrement une double bobine, ce qu'on appelle les bobines de Helmholtz. Alors comment on va pouvoir détecter un champ magnétique? Donc on va utiliser la capacité en fait qu'ont les aimants à pouvoir s'attirer selon leur pôle opposé, c'est-à-dire le nord va attirer le sud. Donc par exemple nord et nord vont s'écarter, ils ne vont pas pouvoir se coller. Donc en fait, suite à ça, on va utiliser des boussoles, c'est-à-dire des petits aimants qui sont tournants et qui vont avoir en fait la pointe qui va correspondre à leur nord et l'arrière va correspondre à leur sud. Ici. Et donc, on peut voir ici que ces boussoles, elles sont attirées par le pôle sud de l'aimant, alors que là, il y a le pôle nord, ici. Donc, le sud de la boussole, le nord dans ce sens-là. Donc, on a bien le nord et le sud qui s'attirent, nord et sud qui s'attirent. Donc, si on a une myriade de petites boussoles comme ça, on va pouvoir les orienter dans l'espace et on voit qu'il va commencer à se former des lignes. Si on suit l'orientation, on voit des lignes, des courbes qui se forment, voilà, tout autour de notre aimant source, et tous les boussoles là sont des aimants de détection. Donc en fait, les boussoles qui ont leur nord qui va vers le haut, en fait ça veut dire que c'est attiré par le sud de la Terre. En fait, le pôle nord géographique, qui est ici, est en fait un pôle sud magnétique. Et donc quand on indique le nord de la boussole, en fait, c'est le nord de l'aiguille qui va indiquer le sens vers le nord, mais en fait c'est attiré par un sud. Donc toutes ces boussoles qui sont d'une certaine manière, ça va constituer des lignes de champ. Et pour les voir encore mieux, ces lignes, on va utiliser en fait de la poudre de fer en fait qui va s'orienter, qui va être attiré par l'aimant et qui vont former des lignes. Toutes les granules de fer vont former des mini boussoles en fait qui vont toutes se coller les unes aux autres pour former des lignes en fait. Donc ces lignes plus propres comme ça donne des courbes qui vont en fait qui sont orientées du nord vers le sud. Donc ça part du nord et ça va vers le sud ici en boucle fermée qui repasse par l'intérieur en fait. Et donc autour d'un aimant droit comme ça. Donc pour la Terre, c'est la même chose. Donc on a ces boucles fermées ici qui partent du nord magnétique, qui font le tour, qui viennent au sud magnétique. Concernant les bobines, c'est pareil. On a toutes les petites boussoles qui peuvent s'orienter. Et donc du coup, en fonction du sens de rotation autour des spires, on a le pôle nord d'un côté, le pôle sud de l'autre. Il y a une petite astuce pour pouvoir les reconnaître. Mais en fait, une bobine, ça se comporte exactement comme un endroit. Le seul avantage, c'est qu'on peut passer à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire on peut avoir un champ magnétique qui est à l'intérieur, qui va être assez intense puisque les lignes sont bien collées. Et surtout, qui va pouvoir être commandé. Il suffit de couper le courant qui est ici pour pouvoir arrêter le champ magnétique. Pour les bobines d'Helmholtz, c'est pareil. Et le gros avantage, en fait, c'est que toutes les lignes de champ ici sont parallèles, ce qui va donner un champ magnétique qui va être uniforme, c'est-à-dire qu'il va avoir la même valeur partout dans la zone intérieure aux deux bobines. Alors, une fois qu'on a signe de champ, on va pouvoir définir vraiment le champ magnétique, notamment le vecteur champ magnétique qui se note B. Donc en fait, le vecteur, il est tangent aux lignes de champ. Donc une fois qu'on a les courbes, le vecteur, on va mettre tangent en fait. Il ne va pas croiser, il va être tangent. Il va donc suivre les lignes en fait exactement.
et il va être orienté vers le nord de la boussole. Donc, dans le sens, donc si on met une boussole qui est ici, on aurait là le nord de ce côté, le sud de ce côté, donc le nord de la boussole vers le sud de l'élément source. Et en fait, le champ magnétique B, il est dans le sens nord-sud de l'élément source. Le champ magnétique se note B, il est en Tesla. Et plus les lignes de champ sont serrées, plus le champ magnétique est grand. En fait, vous allez avoir donc un champ magnétique qui va être important ici, les lignes sont bien serrées, et qui va être moins important ici, les lignes sont assez écartées. Et c'est assez normal d'avoir un champ magnétique important quand on est proche de la source. Par contre ici, les lignes de champ vont être plus ou moins écartées, donc là le champ magnétique va être assez faible. Alors, de quoi dépend la force magnétique qui va pouvoir faire dévier les électrons? Donc là, vous avez des électrons qui sont émis dans ce sens-là, qui sont projetés donc, par un canon à électrons, mais il y a une force qui va les faire tourner en fait. On peut remarquer qu'ici, plus la tension est importante, plus les courbes sont importantes. La tension, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire que la tension elle est appliquée en fait dans le canon à électrons. Et plus la tension va être importante, plus les électrons vont aller vite. Et on voit que plus ils vont vite, plus les courbes sont importantes. Ce qui est assez évident, c'est que quand il y a quelque chose qu'on envoie plus fortement, ça va être plus long pour pouvoir le faire changer de direction. Là, ici, on va changer l'intensité. L'intensité, l'intensité qui passe dans les bobines, c'est-à-dire que plus l'intensité est importante, comme ici, et plus le champ magnétique est fort. On peut remarquer que, en fait, là, les électrons sont envoyés à la même vitesse. En fait, on n'a pas changé la tension. Par contre, on peut remarquer qu'il est plus facile de les faire dévier quand l'intensité est grande. Donc, ça veut dire quand le champ magnétique est grand lui aussi. Donc, on voit que la force qui est ici va dépendre en fait de deux paramètres, de la vitesse donc qu'on a au début et qu'on avait à l'image d'avant, et le champ magnétique qu'on a donc sur cette image-là. Alors, le plus simple, ce serait de voir l'effet de ce champ magnétique donc avec cette petite vidéo. Vous avez le canon à électrons ici. Les électrons partent dans ce sens-là et le champ magnétique va créer une force qui va faire tourner en fait les électrons. Là, il n'y a pas de champ magnétique et à nouveau il revient. Et là, on change la vitesse. Plus ça va vite et moins long que les électrons vont être déviés. On a une situation où là, le champ magnétique est un petit peu de travers. On va voir dans une deuxième partie de la vidéo. Donc là, ça a l'air circulaire dans l'ensemble, mais on voit que ça peut ne pas l'être. Là, c'est totalement circulaire, ou sinon, c'est un mouvement qui est en ellipse. Alors, cette force, en fait, comment on va la définir? Donc, on a vu tout à l'heure que cette force, elle va dépendre de deux paramètres. La vitesse des électrons et le champ magnétique dans lequel circulent les électrons. Donc, la particule chargée de charge Q va être déviée dans un champ magnétique, donc subit une force. Cette force, on a vu que si le champ magnétique est plus grand, la force va être plus grande, puisqu'il va y avoir une trajectoire qui va être plus resserrée. Donc ça veut dire que la force est plus grande, le virage va être plus court. On a vu que si la vitesse est plus grande, il y a aussi cette force qui va être finalement plus grande. Donc, si la charge aussi est plus grande, la force va aussi être plus grande. Donc on a en fait, donc il y a une série d'expériences qui permettent de le voir. On l'avait un petit peu en image tout à l'heure. Donc on voit que cette force-là, elle va dépendre en fait de la charge de la particule, de sa vitesse et du champ magnétique dans lequel elle circule. Et donc, en plus, on sait que la force magnétique sera d'autant plus grande que le vecteur vitesse et le vecteur magnétique sont perpendiculaires. Sinon, elle est moins grande. Donc ça veut dire qu'il y a un angle qui intervient. Donc, l'idéal, enfin où la force va être plus grande, c'est quand la vecteur vitesse et le champ magnétique sont perpendiculaires. S'il y a un angle, donc là, la force sera moins grande. Donc si carrément les deux sont parallèles, donc c'est vecteur vitesse et vecteur champ magnétique sont parallèles, là, la force n'existe carrément pas. Donc on voit bien qu'il y a l'angle qui intervient. Alors, comment on a défini cette force?
cette force magnétique de Lorentz, elle est définie par donc Q, la charge de la particule, fois le vecteur vitesse vectoriel B. Alors qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une multiplication entre deux vecteurs. Donc, une multiplication entre deux vecteurs, vous avez déjà vu, une, c'est le scalaire, qui fait intervenir le cosinus. Et ça donne un nombre. Par contre, ici, la multiplication vectorielle, là, elle donne un vecteur. Et elle fait intervenir, par contre, pas le cosinus, mais le sinus, pour avoir la valeur. Donc, en fait, le premier vecteur ici, c'est QV, voilà. Ensuite, on applique le deuxième vecteur, B, et donc on a en fait c'est la technique des trois doigts. Lorsqu'on a deux vecteurs qui sont orientés comme ça, donc là, il y a l'angle qui est entre les deux vecteurs. Alors, on a dit que le mieux, l'idéal, ce serait que ce soit perpendiculaire. Ça va vous donner une force qui va être elle-même perpendiculaire aux deux autres. Donc, elle va être perpendiculaire à celle-là et perpendiculaire à celle-là. Donc, en fait, vous avez les deux vecteurs de départ, V et B, qui vont former un plan horizontal, et la force, le troisième vecteur, donc qui va être ici perpendiculaire en fait à ce plan. Alors, on va voir deux exemples pour mieux le comprendre. Vous avez ici le vecteur vitesse qui est comme ça. Donc, par contre, la charge est négative. Donc, ça veut dire que Q fois B va être dans l'autre sens. Puisque vous multipliez un nombre négatif par un vecteur, donc vous allez changer le sens du vecteur global. Ensuite, vous avez le vecteur B qui est comme ceci. Qu'est-ce que ça veut dire, un petit point? Ça veut dire que c'est comme si on avait une flèche, on avait la pointe qui vient vers nous. Donc, en fait, le vecteur, il sort de l'écran et il vient vers vous. Et lorsqu'on applique les trois doigts ici, donc on a le vecteur QV qui est comme ceci et le vecteur B qui est comme ceci. Donc si vous utilisez la technique des trois doigts, donc vous mettez le vecteur A ici, donc c'est-à-dire l'index ici. Si vous mettez le majeur qui vient vers vous, donc c'est-à-dire qu'on a le vecteur A qui se retourne comme ça, le majeur qui revient vers vous, en fait, vous allez avoir la force qui va descendre. Donc utilisez vos mains et tournez l'index qui est dans le sens du vecteur vert, ensuite le vecteur B qui est dans le sens vers le haut, et vous allez avoir en fait la force qui va être en bas. Prends un autre exemple ici, cette fois-ci on va prendre une charge qui est positive, donc le vecteur V est comme ça, vecteur vitesse comme ça, donc Q fois B est dans le même sens, donc ça correspond au vecteur A, ici. Ensuite, le vecteur B, donc champ magnétique, là il est représenté par une croix, ça veut dire que là on a l'arrière de la flèche, ça veut dire que là le vecteur champ magnétique il rentre dans l'écran. Donc si vous mettez l'index comme ceci, le majeur qui rentre dans l'écran, vous allez avoir le pouce qui va partir vers le haut. Donc c'est un petit peu de la contorsion, il faut avoir un petit peu de souplesse au niveau du poignet, tourner, mais on y arrive. Alors, je vais vous montrer qu'en fait, on peut utiliser la technique des trois doigts, mais avec la main gauche, parce que généralement, on est tous, enfin, il y a la majorité qui est droitier. Donc, pour éviter de lâcher le stylo, on peut utiliser la main gauche. Et donc, le premier vecteur ici, c'est QV. Le deuxième vecteur, c'est les champs magnétiques. Et donc, on a le vecteur force qui est comme ceci. Et donc, vous n'avez plus qu'à positionner vos doigts pour avoir des angles droits dans tous les sens. Et donc, après, vous n'avez plus qu'à orienter vos doigts pour trouver ensuite le sens du pouce. Donc qui va donner le sens du vecteur F de la force magnétique de Lorentz. Alors on va voir maintenant le mouvement plus particulièrement de cette particule dans un champ magnétique. Donc le mouvement il va être uniforme. On va voir ça. Donc on a le référentiel qui est le terrestre lié au laboratoire. On a donc l'appareil qui ne bouge pas, qui est posé sur une table. Donc on va prendre un référentiel qui ne bouge pas par rapport à la table aussi. Le système d'étude, ça va être l'électron. Et ensuite, la force qu'il y aura, c'est la force magnétique de Lorentz. Le poids, en fait, il peut être négligé. Si on fait des petits calculs rapidement, on voit qu'on est à des valeurs qui sont extrêmement faibles. Par exemple, la force de Lorentz, donc c'est QV vectoriel B. Donc là, si c'est un électron, on est en 10-19 coulombs. Les vitesses, on peut avoir des vitesses en 10 puissance 4 facilement. Le champ magnétique est de l'ordre de 1, par exemple. Donc on va avoir du 10 puissance moins 15 newtons. Pour le poids, donc c'est m fois g, sauf que la masse, elle est en 10 puissance moins 31 pour un électron. Donc même si c'est fois g fois 10, on est à 10 moins 30. Donc on voit que 10 moins 30 par rapport à 10 moins 15, c'est ridicule. Donc on peut l'éliminer. Ensuite, on va appliquer la deuxième loi Newton, qui est toujours la même. Donc somme des forces égale ma.
Donc, or, on a vu qu'ici, la force, elle est toujours perpendiculaire aux deux vecteurs de base, qui sont le vecteur V et le vecteur B. Donc, la force, elle est perpendiculaire. Donc, comme on sait qu'il n'y a qu'une seule force à appliquer, donc cette force-là, elle est égale à MA, toute seule. Donc, ça veut dire que le vecteur A, il va être perpendiculaire, lui aussi, au vecteur B. À partir de là, si le vecteur A est perpendiculaire au vecteur B, V, on est dans un cas où le mouvement est uniforme, car A n'est pas orienté vers l'avant pour l'accélération ou vers l'arrière pour un ralentissement. Je fais un petit rappel, si on a le vecteur V comme ça, lorsqu'on a le vecteur accélération comme ça, on a le vecteur V qui pourra être changé de direction, mais par contre, il ne va pas y avoir d'accélération. La vitesse en valeur ne va pas changer. Si on a le vecteur V qui est comme ça et le vecteur accélération vers l'avant, ça veut dire qu'il y a des forces qui tirent vers l'avant. Donc ça veut dire que là, la valeur de la vitesse va augmenter. Si on a le vecteur V qui est comme ça, on a le vecteur accélération qui est en arrière, ça veut dire qu'il y a des forces qui tirent en arrière. Donc la valeur de la vitesse, elle va diminuer. Donc on est dans le cas ici, donc là la valeur de la vitesse ne va pas changer, elle va être constante. Elle va rester à la même valeur. Donc, dans le cas où on a la vitesse qui est perpendiculaire au champ magnétique, on a la vitesse qui est constante et qui est égale à la vitesse initiale. Donc ça veut dire qu'on a un mouvement qui est uniforme. Deuxième cas, on va voir que le mouvement est plan. Ça, pour ça, je vais utiliser un tableau blanc, ce qui est bien plus pratique pour expliquer tout ça. Allez, donc on va voir que la première étude, ça va être le fait que le mouvement est plan. Donc on va prendre la situation suivante, on a le vecteur QV qui est comme ceci, le vecteur B il rentre dans le tableau ici, donc on voit l'arrière du vecteur B, et donc on a notre référentiel qui est comme ceci. Notre situation de départ fait qu'on est dans le plan X, OXY, le vecteur ou l'axe Z, il est montant vers nous. Donc le vecteur vitesse, il a pour coordonnées initiales juste V0 selon X, selon Y 0 et selon Z 0 ici. Donc quand j'applique la somme des forces qui est égale seulement à la force du magnétique de Lorentz, qui est égale à MA, ça c'est la deuxième loi de Newton. Donc on va se retrouver avec finalement une seule force, la force magnétique qui est ici, et donc le vecteur accélération qui va être comme ceci, pareil, puisque la force magnétique est égale à m fois a. Donc m étant un scalaire qui est positif, on a le vecteur accélération qui est comme ceci aussi. Donc on peut remarquer que du coup, comme le vecteur champ magnétique est perpendiculaire au plan ici du tableau blanc, on a le vecteur accélération qui est aussi perpendiculaire au champ magnétique. Donc finalement, le vecteur accélération, il a des coordonnées AX et Y. Bon, je ne sais pas spécialement quelles sont les valeurs. Même d'ailleurs, je peux deviner que là, le vecteur F étant comme ceci, le vecteur MA est dans le même sens. Donc on aura selon X, on aura 0 et selon Y, une certaine valeur. Mais surtout, selon AZ, on aura égal à 0. Puisque le vecteur accélération, il est dans le plan, donc il n'a pas de coordonnées selon le vecteur Z qui est perpendiculaire au plan. Donc ce qui fait que, comme on a AZ qui est par définition dvz sur dt, c'est-à-dire la dérivée de la vitesse par rapport au temps, qui est égale à 0 ici, donc on va avoir la vitesse selon z qui va être constante. Et d'ailleurs, puisque ici on avait vz au départ égale 0, donc on a d'ailleurs une valeur 0. Ensuite, sachant que vz est égal à dz sur dt, par définition, la position z, quand je la dérive, ça va donner la vitesse selon l'axe z. Comme c'était une constante, on va en dérivant, on obtient 0. Donc ça veut dire que la position z est une constante. Et d'ailleurs, comme ici, l'origine est sur le plan, on a z égale à 0 au point de départ. Donc ça veut dire qu'on a z qui est tout le temps égal à 0. Donc ça veut dire que le particule champ magnétique va être tout le temps dans le plan XY. Donc ici, l'électron se déplace seulement dans le plan OXY, puisqu'on a z qui est égal à 0 et qui est fixe. Donc là, ça veut dire que le mouvement est selon un plan. Et dans un troisième temps, on va voir que le mouvement est circulaire. Pareil, je reprends mon petit tableau blanc pour expliquer tout ça. Maintenant, on va démontrer que la vitesse est constante. Donc, on a le vecteur V0 qui est comme ceci, le vecteur accélération qui est là, donc c'est la suite de ce que j'avais ici. Vecteur accélération qui suit en fait la force. Et on va utiliser le repère de Freinet. Le repère de Freinet, je le rappelle, je l'ai mis à côté pour ne pas encombrer le schéma. Donc on a, quand le déplacement est comme ceci, on a le vecteur T qui est tangent, et on a le vecteur N qui est perpendiculaire. Les deux vecteurs unitaires sont perpendiculaires.
Donc, dans le repère de Freinet, on rappelle les coordonnées de vecteur accélération, c'est tout le temps dv sur dt selon l'axe t, et v carré sur r selon l'axe an, selon l'axe n. Donc, du coup, on reprend les valeurs de tout à l'heure. On avait trouvé que le vecteur accélération étant perpendiculaire à AV, donc selon t, il n'a aucune coordonnée, donc c'est 0. Et on sait que d'après la deuxième loi de Newton, la force, il n'y en a qu'une, c'est de Lorentz égale à ma, donc ça veut dire que A, selon n, va être égal à F sur m. Donc le vecteur accélération, c'est qui est égal au vecteur F sur m. Et donc toute la valeur du vecteur accélération est selon le vecteur petit n. Il n'y a rien selon le vecteur petit t. Et c'est égal à v carré sur r. Donc, comme je sais que la seule force que j'ai, c'est la force magnétique, vecteur force est égal à QV vectoriel B en vecteur. Donc comme ils sont perpendiculaires, ça veut dire qu'on a un angle de 90 degrés. Sinus de 90, ça fait 20. Donc ça veut dire que la force, si je veux avoir la valeur, c'est égal simplement à QVB. Q positif, puisque là je suis en nombre, fois la valeur de la vitesse, fois la valeur du champ magnétique. Et toujours orienté selon le vecteur n qu'on avait ici. Donc lorsque je remplace la valeur de la force F par Q fois V fois B, que je mets ici, donc c'est toujours sur M, est égal à V carré sur R. Ici, du coup, je vais pouvoir simplifier, je vais enlever le carré et un V ici, puisque j'ai un V à gauche et un V carré ici. Donc, ce que je voudrais ici, c'est voir le rayon de courbure. En fait, quand on a un virage, ici, on a toujours un rayon de courbure. On peut superposer un cercle qui va donc parfaitement recouvrir le virage, donc avec un rayon de courbure. Et donc si je R, je le remonte ici, je vais avoir QB qui vont descendre, M qui va monter, mais avec un V qui est enlevé de chaque côté, il va me rester que R va être égal à M fois V sur QB. Ça, c'est le rayon de courbure, et on voit qu'on a affaire à k des constantes. La masse de l'électron, c'est une constante. La vitesse, en fait, c'est une constante, on l'a démontré avant. Et Q, c'est la charge électron, c'est une constante. Le champ magnétique, B, est uniforme, donc c'est une constante. Donc ça veut dire que le rayon de courbure est constant. Donc ça veut dire qu'ici, le mouvement est circulaire, puisqu'on n'a qu'une seule courbe avec un seul rayon de courbure. Voilà, donc on a montré les trois choses, que la vitesse était constante, que le mouvement était plan, et que en plus, le mouvement est circulaire. Donc pour résumer, le vecteur vitesse et le vecteur champ magnétique, il faut les orienter, donc il faut voir quel angle il y a. On peut avoir donc un déplacement, une trajectoire qui va être en ellipse ou en hélicoïdale plutôt, ou circulaire dans la bonne situation, la situation on avait perpendiculaire B, ou à nouveau hélicoïdale mais dans l'autre sens, s'il y a un petit angle entre V et B qui n'est pas de 90 en fait. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Merci pour votre attention.